Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Romain Rimbaud. Comment vas-tu? Eh bien, ma foi, très très bien. Merci à toi de ton accueil pour la suite de nos pérégrinations qui risquent d'être salées, je crois, aujourd'hui. Ah oui, salé, sucré, toutes les saveurs si vous voulez, parce que bon, on continue notre voyage à travers la richissime filmographie de Takashi Miike, mais là, clairement, voilà, on va faire dans la poésie, hein, je peux pas sortir d'autres mots ici, puisque en 2001, il a proposé alors plein de films, mais entre autres, juste avant Ichi the Killer, son très célèbre Visitor Q, son très spécial aussi, entre comédie noire, érotique, très malsaine, mais on y reviendra, avec un discours social quand même, qui réunit au casting alors un acteur fétiche du monsieur. C'est la première fois que je le trouve dans un film Miike, même si on en a parlé déjà bien 6-7 avant, hein, il me semble. Le fameux, je ne sais pas, mais Kenichi Endo qui joue le père. À ses côtés, Shongiku Ushida qui joue la mère et qui était plutôt mangaka qu'actrice à l'époque. Ça lui a changé la vie, j'imagine. Citons la présence du fils interprété par Jun Muto ou de la fille interprétée par Fujiko qui était mannequin et qui a mis son image un petit peu en danger avec un métrage qui est très familial, mais pas dans le sens que vous imaginez. Alors, pour faire simple, sans trop spoiler, le film s'ouvre sur un homme qui couche avec une jeune prostituée. Enfin, il essaye tout ça, c'est compliqué, voilà. Il y a des petits problèmes, on va dire, d'éjaculation précoce. Et derrière, alors, ça a l'air de n'avoir aucun rapport. On voit cet homme frappé par un gars avec une pierre. Et puis après, tout ce beau monde, plus ou moins, se retrouve dans une famille, puisque celui qui couche et qui a été frappé s'avère être le paternel, dans une maison où tout va mal. Hein. La mère se fait frapper par le fils, qui est complètement en fait traumatisé par le fait qu'il soit harcelé par ses amis camarades à l'école. Et en plus elle est héroïnomane, c'est la catastrophe. Le père, donc, il est très déviant et en plus il essaye de tourner un documentaire en allant au bout des choses. On voit que ça ne va ni dans sa vie privée ni dans sa vie professionnelle. Et puis la fille n'est pas là. Voilà, on sait qu'il y a une grande sœur, mais on ne sait pas où elle est. Et alors, ce visiteur, puisque en fait celui qui le frappe, le père, va s'improviser visiteur de la famille, va s'incruster dans les lieux et observer les choses, tout en ayant aussi, on va dire, il fait des trucs également, mais on va pas trop aller loin. Ce qui est sûr, c'est que le film a dû pas mal choquer à l'époque, et pas qu'au Japon, et il a développé on va dire, une réception très culte au fil des années. Et mon cher Romain, franchement, allez, je te connais un petit peu, je suis persuadé que c'est un de tes Takashi Miike préférés. Est-ce que c'est le cas? Allez, lâche-toi. C'est vrai que je l'aime bien. Ah, J'avoue oui. que j'ai un petit penchant pour celui-ci. Alors, c'est un film que j'ai du mal à revoir plusieurs fois parce que c'est un Oui. peu. On a déjà parlé, je crois, dans un truc, le film Cassoulet. C'est un film un peu lourd qui reste un peu sur l'estomac. Ah oui. Ah oui, Même moult années après le visionnage, c'est un film qui m'est resté longtemps. Il m'a fallu le voir, il m'a fallu deux fois pour le voir. Je l'ai vraiment vu en deux fois parce que j'ai eu du mal. Ouais. Je me rappelle, c'est mon grand cousin à l'époque avec qui je parlais beaucoup de cinéma japonais qui m'avait amené à Visitor Q en me faisant découvrir Takashi Miike dans sa globalité. Et il m'avait conseillé ce film-là en disant que lui aussi il avait eu beaucoup de mal à le voir. Et le fait d'avoir eu beaucoup de mal à voir m'a fait qu'il a beaucoup marqué en fait ma cinéphilie globalement. Et c'est un film qui m'est très mal à l'aise et qui en même temps effectivement pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Tu veux mon avis là, hein. Alors, écoute, Je suis très très curieux de savoir ce que tu as pensé. c'est assez spécial, ça fait partie de ces ovnis filmiques totales, enfin totaux du coup, si on veut faire ça au pluriel, qui à la fois tu as envie de le détester et tu as envie d'adorer le film. À la fois, tu vois, c'est ça ce qui est terrible, parce que Ouais. c'est sûr que ce qu'on peut voir, donc psychologiquement c'est très dur pour les personnages et pour nous spectateurs de voir ça, mais en fait, il y a quelque chose de brillant derrière, parce que ça paraît très gratuit. Ça paraît sur plein de choses. Toutes les déviances humaines, tous les traumatismes sont ici mis en avant, parce que, sans en dire trop, donc le viol, l'inceste, la violence familiale, la drogue, tout ça, et encore, il y a pire vers la fin. Et justement, tout ça compilé, tu te rends compte que Takashi Miike, déjà, il veut aussi nous faire rire en jouant sur nos nerfs, et laisser un petit message, sa vision peut-être d'une société japonaise. Alors je ne sais pas quel est
son avis sur cela, mais ça donne l'impression qu'il veut montrer que sa société moderne est un peu décadente et que par la violence visuelle et thématique psychologique de son film, il a envie de faire prendre conscience aux gens aussi qu'il y a des trucs qui vont pas, parce que là, tout dysfonctionne dans ce film. Le paradoxe, c'est limite le visiteur là qui vient d'ailleurs, là. Le fameux. Il y a ce côté. Limite, c'est lui le plus normal. Limite, c'est lui le plus normal. Et pourtant, il frappe quand même. Sûr. Voilà. Et c'est terrible de voir ça, quoi. Mais c'est ça qui fait, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu off, c'est vrai que le film est très inspiré d'un film de Pasolini qui s'appelle Théorème. Et alors, l'idée c'est de pas spoiler Visitor Q, mais en fait l'idée c'est que le film de Mickey prend le contre-pied, en fait c'est une sorte de film antithèse du film de Pasolini, dans la mesure où dans le film de Pasolini c'est une sorte de famille bourgeoise très italienne qui se retrouvait investie par un étranger qui était interprété par Terence Stamp et qui avait ce côté un peu angélique avec ses yeux très bleus qui était très mis en valeur par Pasolini et qui s'amenait dans cette famille-là, cette famille qui était en apparence assez soudée, et il allait faire, en couchant avec chacun des membres de la famille, il amenait à ce que la cellule familiale finisse par exploser. Et là, Mickey a un discours peut-être inverse sur ce point-là, en montrant la famille japonaise qui est complètement disloquée. Et l'idée du film, c'est quand même, grâce à ce visiteur, de ramener au noyau familial, de reconstruire le noyau familial, sans spoiler vraiment la fin, et quand même cette idée, contrairement à Pasolini, on a une explosion, là on a cette idée de regroupement à terme de la famille. Et c'est pas facile, parce que chaque destin pris à part, t'as envie de les plaindre et de te demander ce que ces personnages... Enfin, ils sont bons à enfermer, quoi. Mais celui qui est le plus à plaindre, au final... Enfin, quoique, il y en a deux qui sont très à plaindre, pour moi, dans ce brûlot, c'est le fils, parce que... c'est difficile, hein. Il se fait complètement martyriser par... donc ses camarades, et en retour, malheureusement, il reporte tout ça sur sa mère. Mais bien sûr, la plus à plaindre là-dedans, c'est la maman, qui est la souffre-douleur un peu psychologique du mari, parce que bon, il est un peu absent, quoi, hein, on va dire ça comme ça, il va voir ailleurs, et le fils, c'est violent, quoi. Donc, c'est vrai que cette famille disloquée, avec l'absence de la grande sœur, qui a essayé de faire sa vie à côté, mais en y reviendra à la zone spoiler sur la grande sœur. Et donc, et le pire, c'est qu'il filme ça, alors, vous allez dire, avec moyens du bord. On voit que c'est un petit budget. Je crois que le film a été fait en une semaine, hein, c'est ça, grosso modo. Ouais, c'est ça, ouais. Et en plus, il y a un côté presque méta derrière, puisque tu as le père qui filme aussi, avec sa petite caméra, pour faire un documentaire. Il est tellement désespéré, le père, par rapport à son travail, puisqu'il est plus ou moins journaliste, hein, voilà, qu'il veut tenter de trouver le truc ultime pour qu'on se souvienne de son travail à jamais. Et il va mêler sa vie privée à son docu. Ça paraît, c'est d'une violence totale, et je trouve que le film d'ailleurs sur ce point est hyper moderne, parce qu'il montre quelqu'un qui va à tout prix marquer par l'image et aller dans le plus violent possible. On est presque à l'intérieur du film dans du snuff movie, quoi. T'as, je pense aussi un discours sur les médias cachés, toujours aller plus loin et aller dans le plus sensationnaliste, et qui fait que justement les petites familles japonaises parfois peuvent être corrompues par tout cela. D'ailleurs, à un moment, il y a un passage où on voit un reportage à la télé, ça paraît un peu saugrenu, mais on a l'impression que, au-delà même de cette famille, c'est toute la société japonaise. On pourrait trouver peut-être d'autres dysfonctionnements dans d'autres foyers à côté, peut-être. Ça n'a pas l'air d'être unique. Quand on voit aussi les ados qui viennent balancer des feux d'artifice aux gamins dans sa propre maison, enfin, tu te rends compte quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce personnage extérieur s'immisce comme ça, tu as l'impression qu'il y a une forme de normalité derrière. D'ailleurs, est-ce que ce personnage-là, c'est pas à la fois Mickey et une sorte de fantôme d'une ancienne société japonaise qui a envie de restaurer une sorte d'équilibre et de paix, peut-être. Il y a beaucoup de choses à voir derrière. Après, je ne sais pas si Mickey est quelqu'un de conservateur pour justement critiquer la modernité et la déstructuration de la famille. Parce que quand on voit ces films, on pourrait se poser la question. Ça n'a pas l'air d'être le gars hyper conservateur pour autant, si tu vois ce que je veux dire. Non, je pensais même quelqu'un effectivement qui a une vision quand même relativement pessimiste de l'instance sociale et du noyau familial, parce que là pour le coup il y a ce côté où il montre cette famille-là qui est effectivement complètement dysfonctionnelle, en montrant qu'il y a toute cette émergence de l'abject qui ressort par là, et finalement, ce qui est assez curieux, ça représente pas mal la société japonaise, avec cette idée de cette société très policée, mais dans lequel il y a tout un tas de névroses qui semblent bouillonner et qui sortent jamais. Et je trouve que justement le film, dans tous ses excès pour le coup à la fin, il y a quelque chose de fondamentalement cathartique en fait dans cette idée d'aller finalement purger en fait ses pulsions pour
peut-être retrouver une sorte d'équilibre au sein de la famille et une sorte de regroupement, on va dire. Je trouve que c'est hyper intéressant cette manière de critiquer la société japonaise et ce qui est finalement la base de la société, qui est la cellule familiale, qui est la première instance sociale au cœur d'une société dans sa globalité. Puis tu as déjà cette névrose dans Audition, hein. Oui. Il y a une logique, de toute façon, qui court dans le cinéma de Mickey. Parfois c'est complètement déjanté. Ichi the Killer, il y a une autre forme de violence sociale. Gozu, parce qu'on avait parlé de Gozu, ce qui sort 2 ans après. Ouais. Il y a même des parallèles très visuels Direct, ouais. qu'on peut faire. Hein. On voit qu'il va au bout justement pour montrer, tu le dis bien, hein, ce problème grosso modo social. Alors peut-être par rapport à la cellule familiale japonaise et au Japon ou au-delà, mais bon, comme forcément il a fait des films, je crois que au Japon, enfin ou du moins en Asie, je pense. Ah ben non, non, il a fait un film pour, on en a parlé ensemble, pour... Avec Imprint, oui. Voilà, c'est ça, un petit film Et télévisuel. qui reste très japonais pour le coup. C'est vrai, ce qui reste quand même dans la société japonaise. Donc voilà, c'est un gars qui, à mon avis, lui-même a des névroses quelque part, et il reporte ça à l'écran. Et avant d'aller dans la zone spoiler, parce que là on trépigne, mais bon, le plus intéressant peut-être dans le spoil, il y a un truc qui me fait presque marrer, on sent l'ironie derrière, le côté très déstructuré, il ose tout, mais quand même le côté pudibond japonais, on va flouter les sexes. Et à un moment je me suis dit, tiens, j'ai une version où ils ont flouté par derrière, mais non. Vraiment, dans l'original, les sexes sont floutés. Ça paraît presque complètement vain par rapport à ce qu'on voit. Imaginez qu'on va cacher les pénis et les minous. En plus, c'est quelque chose qui est très inhérent au pinku au Japon et aux films érotiques et pornographiques. Donc c'est assez marrant, effectivement, de reprendre la même grammaire visuelle, on va dire, de censurer effectivement les parties génitales. C'est assez rigolo, ça, effectivement. Et donc, tu as un peu l'impression qu'il y a une forme de décalage qui se fait là. Parce que ça voudrait dire, grosso modo, que toute autre forme de violence serait autorisée. Mais attention, ouais. Des sexes, non, il ne faut pas montrer. C'est un petit peu l'hypocrisie, peut-être, derrière. Parce que... Je pense qu'il y a une dénonciation, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure aussi de la question du documentaire. Je trouve que le film montre vraiment le fait que ce soit tourné en DV, ça crée vraiment une porosité entre le documentaire et quelque chose qui témoignerait d'une réalité et l'aspect purement fictionnel. Et justement, donc, quand on va venir dans la zone spoiler, il y a quelque chose qui à la fin fonctionne vraiment dans l'excès. Et on part vraiment dans quelque chose qui est presque à la lisière du manga à certains moments, notamment dans une séquence dont on reparlera peut-être. Et je trouve que c'est hyper intéressant, effectivement, comme tu le disais, en plus de créer ce lien avec le métier du père, qui est une sorte de documentariste complètement aliéné par le côté voyeur, le plaisir documentaire. Il y a quelque chose parfois, moi je trouve, dans le film, alors qui ramène à quelque chose peut-être de plus occidental et de plus européen. Moi, il y a quelque chose qui m'a ramené très souvent à Striptease quand je revois le film, à cette émission belge que je pense que vous connaissez tous, pour les plus vieux d'entre nous. Et c'est ces documentaires qui étaient excessivement malaisants, où il y avait 0 commentaire et on laissait simplement les choses se faire. Et on laissait ressortir les névroses, se mettre à jour toutes seules, se mettre à nu toutes seules les névroses, puisque l'idée de Striptease c'était de mettre à nu au sens, pour le coup, psychologique, en grosse partie. Et je trouve que je retrouve ce truc-là, je retrouve dans Visiteur Q ce malaise, et en même temps cette ironie et ce côté très drôle, parce que Striptease on le regardait aussi pour se marrer, et il y a quelque chose aussi ici qui est excessivement drôle, mais on rit de manière très dérangée, très malaisante. Et d'ailleurs, ce malaise qui est renforcé par la mise en scène, parce que c'est travaillé derrière la caméra, ça a beau être fait en 7 jours, il y a des réflexions de plans qui enferment les personnages, qui les séparent. Il y a un aspect huis clos souvent dans la maison ou même dans cette scène d'introduction dans un hôtel, hein, je pense. Tu sens quand même le côté glauque et viscéral à la fois de ce qui peut se passer. Même quand tu es en extérieur, tu as l'impression que les personnages sont enfermés dans leur névrose de toute façon. Donc c'est plutôt bien joué. Alors, on va y aller dans la zone spoiler. Enfin, on va pas énumérer toutes les scènes, mais il y en a certaines qui nous ont marqué, certainement. Hein, là. Attention, là, voilà, voyez ce film, pas en mangeant, pas trop tard le soir non plus. Hein, voilà. Mais maintenant, spoiler, et bon appétit. Alors, on parlait tout à l'heure de toutes les pires, on va dire, horreurs humaines. Bon, le viol, oui. Mais le viol d'un cadavre, surtout, tiens, j'ai envie de commencer par ça, parce que sa patronne, là, au reporter, qui d'ailleurs essaye de le raisonner, mais ce que tu fais, mais ce que vous faites, c'est n'importe quoi, bon, elle va pas le traiter de fou et aller voir la police, hein, parce qu'il filme son fils en train de se faire tabasser, c'est vraiment d'une violence terrible. Et donc, bon, bah, à un moment, il la viole, et il la tue, puis il la reviole derrière, dans une serre, là. Nécrophilie, donc, pour une scène qui est, à mon avis,
point d'orgue de ce film, avant la conclusion, où il va essayer de régler ses problèmes d'éjaculation précoce, et en même temps, il croit que, et en fait, il va mettre la main dans les excréments de la dame, parce qu'il faut savoir qu'un corps, quand malheureusement il décède, il y a le sphincter se relâche, il faut le savoir, c'est pas joyeux, mais c'est vrai, et donc c'est terrible, en plus il est bloqué, enfin, c'est complètement burlesque, c'est horrible à la fois, mais c'est là où justement la destruction finale prend fin, et derrière, avec le personnage de la mère, on va y revenir, il y a potentiel retour vers une éventuelle harmonie. C'est assez terrible d'ailleurs ce basculement final. Je sais pas ce que tu en penses quand la mère vient aider son mari pour le décoincer, quoi. Ouais, je trouve que ce truc-là est hallucinant. Il y a quelque chose de profondément ironique dans ce film, parce que cette séquence-là, c'est vrai qu'elle est absolument abjecte dans tout ce qu'elle propose. Effectivement, il y a une sorte de mix vraiment cradingue entre meurtre, viol, nécrophilie, scatophilie, tout est mélangé. Une sorte de cocktail peu agréable, mais en même temps, tout ça est traité avec une sorte de légèreté et d'humour qui est très très étrange, parce qu'effectivement, finalement, c'est autour de cette violence et de cette catharsis vraiment absolue, et de ce chaos absolu qu'il y a dans ce dernier acte, que finalement, effectivement, tout le monde va se réunir, puisque effectivement, la mère vient aider son mari, qui est effectivement bloqué eu égard à la rigidité cadavérique, chose à laquelle il n'avait pas pensé, avec cette séquence de la baignoire qui est hallucinante, je trouve. Et il y a effectivement tout un plan, et tu parlais tout à l'heure de Gozu, avec le visiteur qui va faire reprendre contact la mère avec son statut de mère de famille, en appuyant sur ses seins et en faisant jaillir moult lait maternel, chose qui était aussi présent pour le coup dans Gozu. Et finalement, tout le monde va se regrouper à terme autour du sein maternel. En fait, c'est très très bizarre comme final. Je trouve que le plan final où le père est en train de téter le sein de la mère avec sa fille qui est revenue pour le coup, ils sont tous les deux accrochés à un sein, c'est très très bizarre. Et d'ailleurs, oui, on va en parler de la mère, parce qu'elle, pour le coup, elle a cette évolution, elle a cette libération, elle a passé des années frustrée, brimée par son fils violent, abandonné par son mari, et là, ce visiteur vient à la fois la faire redevenir femme et mère de famille. Et cette histoire de lait maternel, c'est absolument fou, parce que je me suis renseigné, et je pense que toi aussi, l'actrice, il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas de trucage. C'est même elle qui a eu l'idée, je crois. Enfin, elle dit, allez, on poussant le délire jusqu'au bout. Elle devait être sympa, l'ambiance. Ouais, non, très très drôle. Et donc, oui, c'est vraiment... Alors, c'est d'autant... Là, pour le coup, c'est presque malsain. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre, en fait. Et oui, elle redevient mère. Elle reprend sa place dans le foyer, parce qu'il faut savoir que les femmes et les mères dans un foyer japonais, c'est vraiment les clés de voûte. C'est très important. Il y a, évidemment, Japon, il y a aussi le patriarcat et tout, mais il y a un côté très matriarcal dans le foyer. Et là, le fait qu'elle reprenne sa place va enfin restructurer le foyer, et chaque personnage va se libérer. Bon, le fils, lui, il est libéré parce que les parents, ils dégomment ses camarades harceleurs. C'est là peut-être la scène manga dont tu voulais parler, peut-être. Ouais, qui est pour moi une pure séquence. C'est vrai que tu disais, pour le coup, l'actrice qui joue la mère est une mangaka. Je trouve que c'est assez marrant, parce que cette séquence-là, c'est vraiment la seule séquence qui sort d'une certaine forme de quasiment de réalisme de cru, ou de naturalisme quand même du film, ou dans son côté documentaire. Là, à ce moment-là, on sort de quelque chose, c'est très très différent. On a des sortes d'explosions de gore complètement excessives. Notamment toute cette séquence où la mère est avec le couteau, et puis elle tranche la tête elle plante dans la tête un couteau dans un des camarades de classe de son fils, et elle lui tranche la tronche au fur et à mesure. Et on est dans une sorte d'excès avec des giclasses de sang bien plus exagéré en fait que toute la violence qu'il y a avant, et je trouve qu'à ce moment-là, il y a une sorte d'explosion qui ramènerait pour moi au manga, et je trouve que c'est pas anodin, encore une fois, que celle qui est la principale instigatrice de ce petit bain de sang est une mangaka. Je trouve ça assez rigolo pour le coup, et je trouve que cette séquence-là est aussi assez, encore une fois, assez cathartique aussi. C'est vraiment une sorte de moment, je trouve, la fin, et c'est ce qui fait le paradoxe, c'est un moment absolument atroce et en même temps profondément festif. C'est très très bizarre. Ouais, et puis le fils qui est témoin de cela, enfin va respecter sa mère et se baigner dans le lait maternel. Voilà. Retour un petit peu à l'enfance, et il jurera de bien travailler à l'école. Bon là, voilà, c'est là où le côté un peu
Je pense qu'il y a de l'ironie derrière. Ah, retour à la famille conservatrice, ce qui va bien, mais en fait, rien ne va vraiment très bien, dans un sens ou dans l'autre. Il fallait en arriver là, quand même, pour qu'il redevienne une famille traditionnelle. Il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon. Et on a oublié le personnage du visiteur. On a oublié la fille. Et la fille. Alors, oui, rappelez-vous, au début, on disait que le père couchait avec une jeune prostituée. Et ben, c'était sa fille. Eh ouais, bah oui, hein, joyeux, forcément. Inceste ultime. Donc on commence par une scène d'inceste, on n'est pas trop conscient, moi j'ai compris qu'après en fait, que c'était sa fille. C'est pas évident dès le début, même si il dit ouais je donnerai le reste à ta mère, ne dis rien à ta mère. Là tu te dis peut-être qu'il connaît la mère de cette fille, mais c'est quand même déjà glauque à la base, mais non, sa mère c'est sa femme, hein, donc c'est sa fille qu'il va voir. C'est horrible, c'est horrible. Alors moi, c'est vrai que moi j'avais été spoilé parce que j'ai le DVD pour qui était sorti à l'époque et j'avais été spoilé on va dire, parce que effectivement la scène est un peu ambiguë. Mais sur la jaquette, il y avait l'idée, ils avaient fait qui spoilait dans une certaine mesure ce point-là. Il y avait un listing en fait de chacune des névroses, donc le fait que la fille en fait se prostituait. Donc finalement, quand tu voyais la première séquence, d'emblée, tu te doutais très fortement que c'était la fille. Mais je pense effectivement que la séquence est suffisamment ambiguë pour qu'on soit pas vraiment sûr et qu'il y ait une sorte de micro-twist au moment, en tout cas, où on se rend compte que c'est sa fille. Bah, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il y a une pancarte au début. Avez-vous déjà couché avec votre père? Donc tu te dis, en fait, ça devient logique quand il pense. Parce que Mickey, il est là, il t'interpelle le spectateur. Avez-vous déjà couché avec votre père? Avec votre fille, je ne sais plus dans quel sens. Avez-vous déjà reçu un coup sur la tête? Avez-vous déjà frappé votre mère? Ouais. Peut-être qu'il interpelle aussi certains spectateurs qui auraient pu tomber dans un certain excès. Alors, pour 2 d'entre eux, oui. Pour le 3e, donc, qui ouvre le film, quand même, non. Hein. Enfin, voilà, il ne faut pas exagérer, mais bon. Et puis, donc, le visiteur qui est à la fois passif et actif, en fait. Il est là, on a l'impression que c'est le restructureur. C'est bizarre, parce qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne saura jamais. Hein. On ne sait jamais d'où il vient. C'est lui, quand même, qui, à la fin, va donner un coup sur la fille, pour qu'elle redevienne la fille, et va donc finir retour au foyer et téter sa maman avec son mari, avec le papa du coup, qui sont comme des frères. Enfin, oui, on pousse l'inceste ultime en fait, hein, quand on y pense à la fin. Et donc ce visiteur, t'as une théorie dessus? On fermera la zone spoiler dessus. Alors absolument pas, mais pour moi, je trouve que ce que Mickey fait très bien, c'est que le visiteur est juste un élément déclencheur. Je trouve qu'effectivement c'est un élément d'absurde dans le film, parce que moi ce que je trouve très drôle au début, c'est quand le père au tout début le croise, qu'il le frappe, et il l'invite à bouffer le soir même. Et ça, je trouve ça très drôle comme truc, c'est un truc qui vient de nulle part, on sait pas pourquoi. Donc j'ai pas élaboré de théorie sur ce personnage-là, si ce n'est que c'est vraiment un élément déclencheur, c'est presque une sorte de MacGuffin Hitchcockien sur ce fond-là, au sens où c'est vraiment un truc qui est juste là pour déclencher la chose. C'est vrai que quand on fait un petit peu le pendant avec ce qu'il y a chez Pasolini, on en sait très peu sur le personnage de Terence Stamp, du visiteur de l'étranger, je crois que c'est l'étranger, il me semble, dans le film de Pasolini. On en sait très très peu aussi sur ce personnage-là. Mais il est un peu moins mutique, il parle plus, il est plus actif, malgré tout dans le truc. Là, on est vraiment sur un personnage, effectivement, qui est là, et c'est juste par sa présence, par son aura, que tout semble s'agencer autour de lui, au contraire se désagencer et devenir chaotique. Et voilà, pour moi, c'est vraiment une sorte d'émanation du chaos, sans vraiment que ce soit, véritable. L'idée, c'est quand même... Moi, je pense que le fond du film, c'est quand même dire que au cœur de l'individu, de l'homme, il y a une sorte de nécessaire chaos, et que finalement, pour pouvoir bien vivre, ou vivre, on va dire, correctement, entre nous, il faut embrasser ce chaos. Et je trouve que voilà, le film encourage à embrasser ce chaos plutôt que de le terrer très très fondément, de le refouler dans son inconscient. Autant l'embrasser et le faire ressortir. Et c'est pour le coup par là que peut passer dans une certaine mesure une reprise de contact avec ce que l'on est, avec son existence et avec les autres autour. C'est comme ça un peu en tout cas que je l'ai interprété. Le visiteur, c'est un peu la destruction nécessaire et en même temps quelqu'un qui vient détruire une destruction pour reconstruire. C'est un peu moins fois moins égale plus. Hein. Quand on y pense. C'est très Nietzschéen sur cette idée de la destruction qui est création, c'est très proche de Nietzsche sur ce point. Donc, Et puis tu as aussi le côté purification par le feu. Hein. Mais bon, derrière ça renaît quand même. Enfin, ça renaît étrangement, mais ça renaît. Reste à savoir comment ils vivront avec ça après. On ne sait pas où. Alors, le fils il continue à baigner visiblement dans le lait maternel. Je me suis dit à un moment il va se... Ils ont peut-être Mickey, il s'est dit je vais pas oser faire en sorte qu'un mineur, parce qu'il est mineur l'acteur, tête le sein d'une majeure dans mon film. Je pense que sinon il aurait poussé le truc jusqu'au bout, je pense.
Limite, il lui aurait fait pousser un 3e sein à la mère. Non, mais voilà. Mais il aurait pu aller encore plus loin. Il s'est mis des limites avec le personnage du gamin, quand même. Parce qu'à un moment, et on finira là-dessus à Zone Spoiler, on le voit harcelé pour qu'il défèque par ses camarades. Et à un moment, j'ai eu peur. Mais bon, ça reste un minimum soft sur le gamin, quand même s'il prend beaucoup. Parce que je pense qu'il y avait une limite. Il fallait pas non plus faire n'importe quoi, hein, parce qu'il y avait les parents qui devaient signer les papiers derrière, j'imagine. Mais bon, on va refermer la Zone Spoiler. Film d'une richesse absolue, parce que oui, il est dérangeant, il va pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont faire un rejet, à mon avis, au bout de la première scène, ils vont couper, c'est logique. Mais parfois, il y a une forme de poésie absurde, humour noir, et donc ce discours social qui fait que ce Visitor Q, allez, tu le situerais où dans ton amour de cette large filmographie mickeyesque que tu n'as pas forcément vu en entier, hein, parce que personne n'a vu la filmographie de Mickey en entier, du moins en France, je pense. C'est pas possible. Honnêtement, ouais, moi j'ai toujours, on l'avait déjà dit, hein, mais je pense que j'ai toujours un amour inconditionnel pour Audition qui, pour moi, reste à date, alors sur ce que j'ai vu en tout cas, hein, et Dieu sait qu'il y a plein de trucs que j'ai pas dû voir, qui reste pour moi son chef-d'œuvre. Vraiment, pour moi, c'est un film qui va rester, enfin qui reste déjà et qui va rester. Après, effectivement, j'ai ces deux films-là sur lesquels j'ai du mal à faire une distinction parce que finalement, je les trouve très proches dans leur volonté d'aller profondément choquer et d'aller déstructurer, remettre en cause le fonctionnement de la société japonaise en poussant extrêmement loin les potards, c'est-à-dire grossièrement Visitor Q et comment ça s'appelle, Ichi the Killer, qui pour moi finalement sont deux films qui se ressemblent beaucoup. Et puis, je dirais avec Gozu aussi, parce qu'il y a pas mal d'échos. Donc je trouve que vraiment ces trois films-là, ce triptyque que sont Gozu, Ichi the Killer et Visitor Q, je les mettrais juste après Audition. C'est trois films dans lesquels j'ai du mal à trancher. Il y a peut-être une chose qui fait la différence, c'est que Visitor Q, mais c'est peut-être une qualité pour le coup. C'est un film que je n'arrive, encore une fois, que j'ai beaucoup de mal à revoir parce qu'il me met extrêmement mal à l'aise. J'ai beaucoup de l'apprécier. Il me met très mal à l'aise là où Visitor Q et là où Ichi the Killer, pardon. Et Gozu, j'ai beaucoup plus de facilité à les mater jusqu'à plus soif. Donc voilà, c'est peut-être ce truc-là qui fait que dans mon palmarès mickesque, j'ai un tout petit peu plus de difficulté avec Visitor Q, qui est un film que j'adore pour toutes les vérités qu'il a, parce que j'aime ce côté film de sale gosse. C'est du pur film de sale gosse et j'adore ça. Même dans ces moments un petit peu gratuits, parce qu'il a des petits moments gratuits aussi. Mais moi, c'est ce que j'apprécie. C'est justement parce qu'il est gratuit parfois qu'il est aussi extrêmement dérangeant. Je pense que la gratuité de la violence, c'est un discours aussi. C'est une forme de discours. On n'en a pas parlé, mais il y a une scène qui paraît un peu gratuite. C'est quand, sans re-spoiler, mais quand la femme se fait fouetter, c'est un peu long, par exemple. Et puis au début, c'est un peu long aussi. Voilà. Mais bon, hein, et c'est ce qui met mal à l'aise, c'est ce qui fonctionne en fait. Donc je trouve que c'est aussi, encore une fois, c'est une note d'intention, c'est une intention de réalisation que je trouve intéressante. Donc voilà, pour moi, comme je te disais, Audition toujours en tête, et puis ces trois films-là qui sont étranges et qui ont un peu la même gestion du trash, mais dans une direction artistique qui est très différente sur les trois. Je trouve ces trois films qui sont quand même très très différents graphiquement, mais qui pour moi sont très chers à mon cœur parce qu'ils ont ce côté sale gosse, rentre dedans, choquant, pour le pire parfois et pour le meilleur, et moi qui m'éclate beaucoup, et qui font pour moi l'identité de Mickey. Et pour revenir vraiment à Audition, il y a ces petits moments dans Audition aussi, mine de rien, curieusement, notamment avec la relation entre Azami et son oncle, qui peuvent ramener à certains moments à Visitor Q, et je pense aussi on a parlé tous les deux aussi de One Miss Call, donc de... Je me rappelle plus en français, comment ça s'appelle? Je sais plus en français, One Miss Call. La mort, je sais plus, il y a un truc avec la mort. La mort en ligne ou quelque chose. Oui, la mort en ligne, où il y a aussi ces séquences-là, avec la relation de la mère et sa fille, qui ramène aussi à ça, et on verra peut-être plus tard un film qui s'appelle Zebraman, qui est censé être un film pour les enfants, dans lequel il y a quelques séquences qui sont très étrangement liées à Visitor Q. Et c'est pour ça que le film est très étrange aussi. Donc voilà, c'est parti de ces sommets de l'étrangeté et du trash de Mickey. Voilà, bon, j'ai une trentaine de secondes pour conclure avant que ça coupe, pour dire que Visitor Q, franchement, c'est un de mes Mickey préférés, mais préféré, c'est pas le mot que je choisirais. Celui qui m'a le plus marqué après Audition, ça c'est sûr. Et je suis pas sûr de le revoir un jour. Par contre, en entendre parler, en discuter, lire des trucs dessus, pas de souci. Parce que c'est un film qui est d'une richesse absolue. D'ailleurs, on vous invite dans les commentaires à faire de même. Balancez vos avis, vos ressentis sur Visitor Q, parce qu'on a hâte de vous lire. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Romain. On a été très long, mais c'était non exhaustif sur un tel film. Et on se retrouvera très bientôt... peut-être sur ta chaîne déjà, hein, on ne spoile pas, mais aussi pour un autre Mickey, mais lequel, on ne sait pas encore. Pour ça, on a l'embarras du choix. Il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.